Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Format, votre émission de débat sur le 360. Aujourd'hui, nous recevons Ahmed Rahou, président du Conseil de la concurrence, avec qui nous allons évoquer l'actualité chaude du moment liée à la hausse des prix de produits de grande consommation. Nous allons également faire avec lui un premier bilan de son action à la tête de cette instance constitutionnelle près d'un an après sa nomination par le roi Mohamed VI à la présidence du Conseil de la concurrence. Ahmed Rahou, c'est tout de suite sur Grand Format. Ahmed Rahou, président du Conseil de la concurrence, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau au siège du Conseil à Rabat. Bienvenue. Merci. Alors, la première question, sans tarder, concerne bien sûr la hausse des prix de plusieurs produits de grande consommation. Quelle lecture faites-vous en tant que président du Conseil de cette situation exceptionnelle, surtout dans ce contexte propice à l'émergence de pratiques anticoncurrentielles? Alors, merci de votre question. Effectivement, nous sommes dans une conjoncture très spécifique. Dès le début de sortie de la grande crise sanitaire du Covid, même si on ne peut pas dire que la porte est fermée complètement, mais enfin, on est quand même globalement à travers le monde en train de sortir de cette crise sanitaire qui aura quand même duré 2 ans. Il était attendu une reprise économique après les phases d'arrêt qu'a connu le commerce mondial à cause de la fermeture des frontières, un certain nombre de secteurs. Il y a eu des perturbations des chaînes de logistique, des chaînes de transfert de marchandises et évidemment, tout le monde l'a vécu, une limitation des mouvements des personnes. Donc la sortie de cette crise sanitaire devait connaître, et l'a connue, une reprise économique relativement forte. Elle a même été parfois plus robuste que ce qui était attendu. Alors ça a été un facteur inflationniste par lui-même parce que la demande de produits pétroliers s'est accentuée très vite. Et maintenant, on est en plein hiver dans les pays froids, donc la demande est évidemment à 100 pics. Donc tout ceci a fait monter les prix des produits énergétiques. Mais pas que, puisque la logistique, transport maritime, transport routier, etc., qui étaient perturbés pendant le Covid, ont eu du mal à retrouver le rythme d'avant, donc un renchérissement aussi des coûts logistiques. Et puis des facteurs liés au climat, liés à un tas de choses, ont fait que les produits aussi agricoles ont connu des hausses. Donc on est sur un système aujourd'hui de hausse un peu généralisée qui connaît les grandes catégories de matières premières, c'est-à-dire les matières premières agricoles, les matières premières énergétiques et les matières premières minérales, le fer, le cuivre, l'aluminium, sans parler de métaux un peu particuliers comme le nickel. Donc tout ceci nous met dans un monde de hausse extrêmement forte qui se sont accentuées malheureusement avec la crise géopolitique que nous connaissons aujourd'hui en Europe centrale et aux limites de l'Union européenne, avec toute une batterie de restrictions économiques que certains États ont opérées et qui ont encore plus renforcé ça. Donc nous sommes dans un moment de grande hausse des matières premières mondiales. Le Maroc étant totalement intégré à l'économie mondiale, puisqu'il a fait le choix depuis très longtemps d'une économie ouverte et libérale, mais pas que lui, mais enfin le Maroc est intégré totalement et donc subit évidemment le contre-coup, d'autant plus qu'une bonne partie de ces matières sont importées et le Maroc et son économie en ont besoin, donc ça a des incidences sur les produits consommés par les gens et c'est ce qui fait observer aujourd'hui une tension sur les prix sur le marché national. Alors justement, avant de rentrer plus en détail sur l'action que vous menez actuellement dans ce contexte de hausse des prix, pouvez-vous nous rappeler aux téléspectateurs comment les prix sont déterminés au Maroc, les prix des produits de grande consommation? Là aussi, question importante parce qu'il est utile de rappeler que le régime qui fixe les prix ou qui donne les règles de fixation de prix au Maroc est basé sur le régime de l'offre et de la demande. C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs de produits et de services, il y a des consommateurs de ces produits et services, il y a des producteurs, des distributeurs. C'est le jeu de l'offre et de la demande
c'est ce qui permet de réguler les prix, en fait, parce que le jeu de l'offre et de la demande fait que, en général, si quelqu'un augmente les prix par rapport à ses concurrents, ben, les gens ne vont pas chez lui et ça stabilise les prix mécaniquement. En dehors d'une catégorie très particulière que l'État s'est réservée pour des raisons qu'on peut comprendre, qui peuvent être liées à des monopoles de fait ou à des problématiques d'ordre social, de pouvoir d'achat. Cette liste, à peu près une vingtaine de produits, à titre d'exemple. Dedans, il y a le sucre encore qui est subventionné, il y a les médicaments. Tout le monde sait que quand on va dans une pharmacie, les prix sont sur la boîte de médicaments. Il y a les livres scolaires, il y a l'eau, l'électricité, l'assainissement. Il y a le transport aussi. Donc à part ces grandes catégories, les produits, tous les autres, sont libres par le jeu de l'offre et de la demande. Donc la loi, d'ailleurs, pour permettre à cet équilibre de l'offre et de la demande de jouer, a interdit explicitement toute concertation sur les prix. Donc notre rôle, entre autres, est de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'accord de concertation, parce que ces accords, ces concertations sont malheureusement toujours, quand elles existent, au détriment du consommateur, et donc le Conseil est chargé de veiller à les empêcher. Justement, vous parliez d'entente et de concertation. Il y a eu récemment un communiqué émanant d'une association professionnelle qui vous a fait réagir en fait à travers un communiqué pour mettre en garde les entreprises contre toute pratique ayant pour but d'influencer les prix. Alors, quelle suite a été donnée à ce dossier en particulier? Est-ce qu'il y a aussi d'autres secteurs où la vigilance est de mise? Alors, les ententes sur les prix sont interdites, pas que pour les associations en fait, mais même si deux entreprises se mettaient d'accord, elles tombent sous le coup de la loi, c'est interdit et c'est puni assez sévèrement d'ailleurs, puisque ça peut donner des sanctions pour l'entreprise ou les associations qui font ça relativement lourdes que les lois a prévues. Donc on a fait un rappel à la loi. Donc c'est un rappel à l'ordre qui consiste à rappeler aux associations qu'il est interdit de se retrouver pour parler des prix ou pour parler des constituants des prix, par exemple les achats, les prix des achats. En fait, il faut que certaines informations qui sont spécifiques à chacun des acteurs restent confidentielles chez lui, en dehors des données qui sont publiques, de façon à permettre le libre jeu de la concurrence, c'est-à-dire la fixation des prix sur la base des données de chaque acteur. C'est ce que permet la loi et ce que prévoit la loi, et c'est ça, finalement, qui est dans l'intérêt du consommateur. Pourquoi? Parce que les acteurs du marché sont toujours dans une bagarre évidente, c'est celui qui aura la plus grosse part de marché. Or, pour avoir une grosse part de marché, en tout cas plus grosse que le voisin, il faut avoir des prix compétitifs et une qualité meilleure que le voisin. C'est ça qui bénéficie aux consommateurs. Donc quand on laisse le jeu libre de la concurrence, le consommateur peut profiter de prix bas avec la meilleure qualité possible. Et évidemment, il va bénéficier aussi des produits disponibles, parce que pour que les gens puissent vendre, il faut amener les produits vers le consommateur. Et d'ailleurs, c'est l'occasion déjà peut-être de montrer un aspect de l'économie marocaine qui est extrêmement positif, même s'il y a des hausses et des baisses, les gens et les consommateurs sont habitués à ça, mais le Maroc bénéficie d'un réseau de distribution très efficace, qui fait que dans n'importe quel coin, même le plus isolé du pays, il y a toujours la disponibilité des matières de base. Vous pouvez aller n'importe où au Maroc, vous trouverez de l'huile, vous trouverez du lait, vous trouverez de la farine. Donc il y a une très bonne distribution. Donc ça, c'est un premier objectif, parce que la concurrence aboutit à ça. C'est une meilleure disponibilité de produits, des produits de meilleure qualité et au prix le plus bas, avec le choix en plus, de ne pas avoir un choix unique. Donc c'est ça ce que permet la concurrence. Donc le rappel à l'ordre que nous avons fait, c'est de dire qu'il faut laisser le marché jouer dans ce sens, sauf évidemment pour les produits dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont régis par l'État. Et même pour ces produits-là, c'est l'État qui, in fine, fixe le niveau de prix par décret. Donc les opérateurs doivent se concerter avec l'État quand ils ont des problèmes pour arriver à une conclusion commune s'il y a lieu de modifier les prix ou de créer des indexations libres à eux avec les autorités de tutelle, donc de fixer les règles. Donc c'était un rappel à l'ordre. Évidemment, la loi nous donne le droit, en tant que Conseil de la concurrence, de sanctionner ce type de pratique. Nous sommes dans une phase de pédagogie qui nécessite des rappels à l'ordre, mais évidemment, s'il y a des comportements qui vont loin,
dans ce sens, c'est-à-dire effectivement qui touchent les prix sur le marché, nous allons faire notre travail et aller enquêter et prendre les mesures dissuasives nécessaires. Alors justement, il y a certaines critiques qui ont émané suite à ce communiqué où, en gros, on vous reproche de vous contenter de rappeler à l'ordre et de rappeler la loi et peut-être pas d'agir assez. Est-ce que vous estimez que ces critiques sont justifiées? Alors, les critiques sont toujours justifiées. Vous savez, quand on ne peut pas critiquer les critiques, les gens ont le droit d'avoir un avis. Je rappelle simplement deux éléments très importants. Le premier, c'est que notre action a servi, puisqu'il y a eu un retour en arrière sur une association qui a décrété. Donc finalement, le résultat a été atteint. Le fait qu'elle ait un aspect dissuasif sur d'autres associations, peut-être qui pensaient faire la même chose et qui se sont abstenus. Ça, on ne peut pas le mesurer, mais la réalité est qu'il n'y a plus aucune association aujourd'hui qui sort pour dire on va augmenter de façon concertée. Les entreprises sont prévenues. Donc déjà, il y a un impact. Vous savez, c'est un peu comme le radar que vous mettez pour superviser la vitesse. Si le radar ne flash personne, c'est l'objectif. Finalement, ça veut dire que tout le monde respecte la vitesse. On est un peu dans cette logique. Ceci dit, nous sommes quand même en train de regarder si, dans certains domaines, les prix ont exagérément augmenté, parce que ça peut être le prémisse peut-être d'une pratique illicite, entente ou autre chose, spéculation ou autre chose. Dans ce cadre-là, et c'est le deuxième élément sur lequel je voulais insister, nous sommes une juridiction dotée d'un pouvoir de sanction. Vous imaginez que quand on est une juridiction qui a ce pouvoir, vous ne pouvez pas sans preuve venir montrer du doigt qui que ce soit. Donc il faut que ça soit sur des dossiers étayés. Et en fait, les procédures que nous suivons sont celles de la justice, même si nous sommes une juridiction administrative, mais nous suivons le process judiciaire, à savoir qu'il faut d'abord dire à celui à qui on reproche quelque chose qu'est-ce qu'on lui reproche, il faut lui donner le temps de répondre, il faut écouter les autres parties, et donc c'est un process long, qui n'est pas le process de l'actualité du moment. Donc nous menons ces analyses, nous menons ces enquêtes, et s'il y avait quelque chose, évidemment on n'en parle que lorsqu'il est prouvé qu'il y a quelque chose. Donc nous ne pouvons pas, ce n'est pas notre rôle de montrer du doigt qui que ce soit sans des preuves matérielles. Donc voilà, on fait une action préventive et nous pensons qu'elle était assez efficace. Maintenant, nous continuons nos enquêtes et si réellement des gens ont fauté, on prendra le temps de faire les enquêtes nécessaires. Je rappelle aussi que les décisions du Conseil en matière de sanctions et en matière, même s'il n'y a pas de sanctions, mais il y a juste le fait de relever ce que nous appelons chez nous des griefs, c'est-à-dire ce qu'on reproche aux gens, sont passibles de recours aux tribunaux. Donc il faut que nos dossiers soient solides et bien charpentés. Et donc c'est pour ça que nous sommes dans le temps de l'analyse fine, l'analyse détaillée et l'analyse sérieuse des choses. Dans ce contexte spécial, est-ce que vous avez mis en place un dispositif spécial de veille ou d'analyse? Vous avez évoqué des enquêtes. Absolument. Quels sont les moyens dont vous disposez aujourd'hui? En fait, on est dans un cadre de refonte assez large. Sur ces derniers mois, ce n'est pas encore un bilan, mais enfin on peut parler de certaines choses, on a repris ce qui permet au Conseil d'être plus efficace, le plus efficace possible, et si vous voulez, on reviendra, parce que le Conseil a plusieurs missions. Mais un des éléments sur lesquels je vais insister, c'est de mettre en place deux choses qui me paraissent importantes. Premièrement, c'est un observatoire que nous sommes en train de monter, c'est l'observatoire que nous appelons des prix et de la concentration. Qu'est-ce qu'on appelle la concentration? C'est les secteurs où il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Vous savez, par définition, quand il y a 2 acteurs ou 3 acteurs dans un secteur d'activité donné, l'entente est évidemment plus facile que s'il y a 200 ou 300 acteurs. Donc pour nous, il y a un risque d'entente dès que le nombre d'acteurs est limité. Ça veut dire tout simplement, ça ne veut pas dire du tout que ces gens sont en train de s'entendre. 2 ou 3 ne veut pas dire forcément qu'il y a une entente. Mais les risques d'entente sont plus faciles. D'ailleurs, on a un indicateur, nous, que nous mesurons sur ça, qui nous permet de dire quand est-ce qu'il faut peut-être regarder avec attention. Donc on met en place ces observatoires pour nous permettre d'agir. Et je le répète, on n'agit pas simplement en sortant le bâton et en tapant sur les gens. C'est pour enquêter sérieusement
écouter les gens, comprendre, et si la preuve est faite qu'il y a eu un élément non licite, donc un élément que la loi a interdit et qui a justifié ces hausses, ben, nous allons agir par des sanctions qui peuvent être très lourdes. Hein. Les ententes sont punies avec des sanctions qui peuvent atteindre 10% du chiffre d'affaires. Donc, c'est relativement important. Ça, c'est le premier instrument, donc suivi des prix et de la concentration. Nous avons aussi un autre volet que nous avons mis dans le cadre de la refonte de notre institution, c'est ce que nous appelons le suivi des décisions du Conseil. C'est important parce que quand vous dites à quelqu'un « ne faites pas ça », c'est bien, mais si au bout de 2 mois, 3 mois, il reprend, ce n'est pas une bonne chose. Donc le suivi des décisions du Conseil, c'est être présent sur le marché de façon à vérifier que lorsqu'une décision est prise, elle est bel et bien respectée. Et là aussi, nous avons des instruments qui peuvent être coercitifs en matière d'astreinte, etc. Donc voilà les structures que nous allons de plus en plus renforcer pour permettre de coller au marché. Ce lundi 15 mars, nous allons célébrer la Journée internationale du consommateur. C'est l'occasion pour moi de vous poser la question de la perception, selon vous, qu'a l'opinion publique du Conseil de la concurrence. Il semble qu'elle est encore un peu floue, alors qu'il y a quand même un lien, peut-être pas direct, mais il y a un lien entre l'action du Conseil et le consommateur. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui est fait à l'intérieur du Conseil pour justement réduire cette distance et peut-être mieux expliquer votre action? S'intéresser aux consommateurs, pour nous, est fondamental. Et je voudrais prendre comme base, pour répondre à votre question, le communiqué du cabinet royal qui a annoncé ma nomination par Sa Majesté le Roi, que Dieu le glorifie. Quand vous lisez la fin, il est demandé au gouvernement de reprendre le cadre législatif qui encadre les prix, la concurrence et le Conseil de la concurrence comme instrument pour la réalisation. Mais quand vous lisez la justification, on parle de l'indépendance du Conseil et de la protection du consommateur. Je crois que ce soit un élément fort dans le communiqué du cabinet royal, et en plus pour moi, dans le même communiqué qui annonce mon arrivée, je ne peux qu'être sensible à ça. Et en vérité, quand vous reprenez la concurrence, hein, globalement, pourquoi y a-t-il cette loi sur la concurrence, hein? Comme je l'ai dit tout à l'heure, et c'est toujours important, la façon qui a été démontrée à travers les siècles, pas à travers les années, les siècles, pour assurer aux consommateurs la disponibilité des meilleurs produits au meilleur prix avec le choix, c'est la concurrence. Donc il n'y a pas d'autre. D'autres systèmes ont été testés à travers le monde qui ont abouti soit à des pénuries, soit à des prix de mauvaise qualité, soit à des produits de mauvaise qualité à des prix hauts. Et parfois on a les trois ensemble, hein, des produits très chers, de mauvaise qualité et pas toujours disponibles. Et on a constaté ça dans certains pays qui ont choisi un autre mode de régulation de l'économie que celle que le Maroc a préférée. Donc la protection du consommateur passe par une bonne compétition. Mais ce n'est pas que le consommateur qui est protégé, parce que si vous voulez de la compétition et si vous voulez de l'innovation, quelqu'un qui vienne vous apporter de nouveaux produits moins chers, etc., qui innove, etc., vous devez ouvrir le champ à l'investissement, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il faut que les gens mettent de l'argent pour apporter des idées, apporter de nouveaux produits. Or, la concurrence, c'est aussi le garant que l'investisseur qui rentre dans un secteur ne va pas se trouver face à une coalition contre lui qui va lui permettre de l'évincer sur le marché ou de créer des obstacles. Nous sommes aussi chargés de vérifier ça. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obstacle à l'investissement, il n'y a pas d'obstacle à l'entrée d'un nouvel acteur. Les fameuses barrières à l'entrée dans sauf des marchés. Évidemment sur les secteurs. Il y a des marchés qui sont régulés. Donc sauf sur les marchés régulés où il y a des. La banque. Absolument, où il y a des. C'est l'État qui donne des agréments ou un régulateur qui donne des agréments. Et on travaille la main dans la main avec ces régulateurs pour vérifier justement que la concurrence, même dans ces métiers-là, existe et elle est appliquée correctement. Donc, toute notre mission, le cœur de notre mission, c'est de protéger le consommateur pour qu'il ait les meilleurs prix avec les meilleurs produits. Donc, là, nous sommes au cœur de notre métier et en tout cas, je peux vous l'affirmer, c'est ma conviction profonde. Alors, vous l'avez évoqué à l'instant, ça va presque faire 1 an jour pour jour que
que le roi Mohamed VI vous a nommé à la présidence du Conseil de la concurrence. Peut-être faire un premier bilan de votre action. J'ai eu l'honneur d'être choisi par Sa Majesté le Roi pour assumer cette grande fonction de régulation économique, qui est une fonction peut-être pas très connue, comme vous l'avez dit, mais on s'évertue à expliquer un peu donc on est dans une mission de pédagogie, donc un régulateur qui est important pour l'économie par rapport à toutes ces règles. C'est un peu, pour utiliser un langage que tout le monde peut comprendre, la compétition, c'est comme un tournoi de football. Et nous sommes les arbitres pour que les gens ne se tapent pas dessus ou que le fort n'écrase pas le faible et que les règles du jeu soient respectées. Donc nous sommes les arbitres du marché en matière de concurrence et en matière de prix. Donc à mon arrivée, ça c'est un secret pour personne, il y avait une petite crise décisionnelle qui a conduit à traiter un dossier d'une certaine façon. Donc évidemment, mon premier objectif a été de remettre en marche les instances du Conseil. Je rappelle que nous sommes composés de 2 grands organes que les gens ne connaissent pas, mais il faut les rappeler. On a un organe dit d'instruction ou d'analyse qui instruit les dossiers. C'est lui qui étudie. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça prend du temps. Et puis on a un organe qui est le collège, formé de 12 membres plus le président, donc 13 membres, qui, in fine, prend les décisions sur la base des dossiers que le premier volet a instruits. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça prend du temps, parce que quand les dossiers sont instruits, ce n'est pas celui qui instruit le dossier qui prend la décision. Il doit venir convaincre ce conseil de 13 personnes que ce qu'il y a dans le rapport est juste. Et le conseil écoute les parties pour vérifier que ce qu'il y a dans le rapport est bien conforme à la vérité et prend ses décisions en conséquence. Donc il a fallu mettre tout ça en marche d'une façon fluide. On a repris pour ça le règlement intérieur. On a fluidifié les procédures pour une partie administrative que le conseil traite. Le conseil, là aussi les gens ne le savent pas toujours, est sollicité obligatoirement lorsque 2 entreprises fusionnent, lorsqu'une achète l'autre, lorsqu'il y a création dans certaines conditions d'une activité nouvelle. Donc le conseil est sollicité. Pourquoi ? Parce que ça nous permet d'éviter, c'est la loi qui le dit, à ce qu'il y ait des créations de monopoles ou des créations de positions dominantes qui peuvent être nocives à l'économie. Donc nous regardons ça. Donc on a fluidifié. Là, nous recevons à peu près 100 à 120 dossiers par an. Donc c'est une activité de tous les jours. Et ça a augmenté, je pense, depuis la crise du Covid. Il y a eu... Absolument. En fait, les périodes de crise économique, sanitaire, fragilisent certaines entreprises et renforcent d'autres. Donc il y a toujours des opérations de restructuration. Donc nous en voyons les conséquences avec un nombre de dossiers qui remontent. Donc on a refondu nos procédures, on a refondu même notre structure interne, on a renforcé les équipes et aujourd'hui nous sommes en état de marche pour avancer. Reste en attente le chantier qui a été cité dans le communiqué du cabinet royal et pour lequel il y a eu une demande expresse au chef de gouvernement de reprendre le cadre législatif qui entoure la loi sur les prix et la concurrence et la loi qui régit et qui organise le Conseil de la concurrence. Nous sommes dans l'attente des projets de loi, c'est le gouvernement qui en a la charge, pour donner nos avis, puisque le Conseil est fatalement requis pour donner son avis avant que ça passe en discussion au Parlement et que ça soit, j'espère, donc nous attendons de façon impatiente d'être mis à contribution pour ce grand chantier législatif. Vous venez de l'évoquer, la réforme de la loi 104/12, c'est une réforme très importante. Elle est liée à un dossier qui suscite beaucoup d'intérêt de la part de l'opinion publique, un dossier dont vous avez hérité en arrivant ici, c'est celui des hydrocarbures. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Ce dossier est-il toujours ouvert ? Absolument. En fait, nous faisons une lecture, nous, du communiqué du cabinet royal qui a annoncé mon arrivée, qui a parlé de ce dossier en disant qu'il a eu des dysfonctionnements en matière de processus décisionnel et qui a dit aussi que la commission ad hoc qui a été mandatée par Sa Majesté pour faire des propositions sur le Conseil et sur la façon dont les choses fonctionnaient, n'était pas en charge de ce dossier. Bon, donc pour nous, clairement, ce dossier n'est pas traité encore, n'est pas décidé, et donc reste ouvert et reste entre les mains du Conseil de la concurrence. Maintenant, la lecture que nous en faisons aussi. Dans le même communiqué, on a parlé de ce dossier, on a parlé aussi du changement du cadre réglementaire qui touche le Conseil et la loi. Donc nous,
nous faisons un lien entre ces deux chantiers. Donc, nous considérons que nous continuons à travailler, puisque seul ce dossier a été cité dans le communiqué du cabinet royal. Donc, nous continuons à travailler sur tout le reste, mais ce dossier, nous l'ouvrirons. Il n'est pas fermé dès que la loi sur les prix et sur la concurrence, ainsi que la loi sur le conseil, seront amendées selon la demande émanant du cabinet royal. Donc, voilà le lien. Donc, je réitère que ce dossier n'est pas clos, mais sa reprise dépendra de ce chantier législatif. Et dès que donc, les lois seront promulguées et votées au Parlement, nous nous attacherons à reprendre ce dossier de façon à éviter aussi les dysfonctionnements qui ont abouti à son traitement malheureux passé. Sur un autre registre, non moins important, il y a une série de conventions qui ont été signées par le Conseil de la concurrence avec plusieurs institutions marocaines. Je pense notamment à la Banque centrale, à l'autorité de contrôle des assurances, à l'autorité marocaine du marché des capitaux, mais aussi la douane, le ministère public. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'utilité de ces conventions ? Pour comprendre l'utilité de ces conventions, il faut peut-être se mettre dans le contexte de l'économie marocaine qui aujourd'hui est une économie libre, donc liberté d'action, liberté d'investissement, liberté d'entreprendre, liberté de commercer, etc., et qui est conduite sous le format de la régulation. La régulation, c'est-à-dire que dans certains secteurs, il y a un organe qui est nommé, plus ou moins indépendant, ça dépend est-ce qu'il est sous la tutelle d'un ministère, mais en tout état de cause, qui a en général une certaine autonomie. C'est le cas des marchés de capitaux, c'est le cas de l'ANRT pour les télécoms, etc., etc. Maintenant, l'énergie, on est en train d'aller vers ce schéma-là. Et plus ancien encore, c'est le cas des banques, avec Banque El Maghrib. C'est le cas aussi des assurances, avec l'organe, l'autorité, aujourd'hui, qui supervise non seulement les assurances, mais aussi toutes les sociétés qui traitent les retraites, et qui est la CAPS, qui était une direction du ministère des Finances et qui est devenue une autorité aussi. Donc, comme on a ces régulations, tout ceci contribue à faire en sorte que l'économie soit efficiente, que ça marche. Donc, il est légitime, nous sommes étant un arbitre un peu transverse, c'est-à-dire qui agit sur tous les secteurs, que nous travaillons en concertation complète avec ces régulateurs sectoriels, qui ont un certain nombre de missions techniques, un certain nombre de missions en faveur aussi du consommateur. Je rappelle juste que, par exemple, dans le cadre des marchés des capitaux, l'autorité marocaine des marchés des capitaux a pour objectif de protéger l'épargnant. Protéger l'épargnant, c'est un investisseur puisqu'il est épargnant, mais c'est aussi un consommateur de services. Donc nous sommes à cheval entre les missions des deux structures. Donc les conventions permettent un bon échange d'informations, le travail la main dans la main, surtout pour veiller à ce que dans ces secteurs régulés, il y ait la liberté d'entreprendre, la liberté d'innover, la liberté des prix, de la même façon que dans les autres secteurs. Donc c'est une complétude entre notre mission et celle du régulateur. Pour ce qui est des organes maintenant de supervision généraux, comme peut l'être Banque El Maghrib, qui a une autorité pas seulement sur les banques, mais une autorité au niveau de la politique monétaire du pays, etc. Donc ça permet aussi des échanges d'informations. Maintenant, nous avons d'autres types de conventions qui nous permettent à mieux mener notre mission d'enquête. On a parlé de ça tout au long de cette entrevue, c'est que quand il est nécessaire d'aller voir ce qui se passe sur le marché, la loi nous donne le pouvoir d'enquêter. Alors ce pouvoir d'enquêter, nous le renforçons par notre convention avec le parquet général, donc la présidence du parquet général marocain, parce que la loi prévoit que lorsqu'on va sur le terrain, on le fait la main dans la main avec le procureur de Sa Majesté de la région. Et donc on est en train de travailler pour réguler en fait cette façon de faire, de façon à permettre qu'elle se fasse dans de bonnes conditions d'échange d'informations, de coopération. Nous avons signé aussi avec la douane pour nous permettre d'accéder, le cas échéant, à certaines informations qui nous permettent de mieux nourrir nos enquêtes. Et je le rappelle, nous sommes une juridiction administrative dotée de pouvoirs de sanction. Nous devons apporter la charge de la preuve systématiquement. Donc nous chercherons toujours les informations là où elles se trouvent pour qu'on puisse appuyer nos décisions. Un dernier mot, M. Rahou.
Peut-être pour finir, revenir un peu sur le consommateur, parce que c'est l'objet même de notre mission. Je pense que c'est la protection du consommateur, la protection de l'investisseur qui sont au cœur de notre métier. Nous disons, nous sommes du côté du bon investisseur, celui qui met son argent pour bien évidemment gagner aussi, parce qu'il investit pour avoir du profit, mais dans des proportions raisonnables qui puissent profiter aux consommateurs. Donc c'est notre mission. Et je pense que nous mettons notre action aussi dans les pas de ce que prévoit le nouveau modèle de développement, qui a une ambition pour le Maroc, qui, dans la suite des grandes orientations fixées par Sa Majesté le Roi. Je rappelle juste que dans le nouveau modèle de développement, le mot concurrence est cité une vingtaine de fois. Si vous le lisez, le mot concurrence apparaît à peu près exactement 18 fois. Ça montre que c'est important, sachant que derrière, il y a évidemment le bien-être du citoyen consommateur qui est recherché, une économie efficiente et une ouverture aux investisseurs pour que on crée le maximum d'emplois. Les emplois sont les sources de revenus et donc la création de pouvoir d'achat pour le consommateur in fine. Donc nous sommes dans cette logique. Nous cherchons le bien-être du consommateur et le bien-être de l'investisseur. Les deux pour nous se rejoignent dans un cadre, j'espère, qui permet à notre économie d'avoir un taux de croissance qui crée de la richesse sur place et qui permet au Maroc de se développer comme le souhaite Sa Majesté. Ahmed Rahou, merci. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission de Grand Format, le 360.